Bonjour fans de Tolkien, je me présente, je m'appelle Limbaere, votre guide en Terre du Milieu, et que la lumière des étoiles brille sur l'heure de notre rencontre. C'est une manière, on va dire, polie de se saluer entre elles, techniquement. Alors ceux qui sont de la team nain, ben, vous oubliez, du coup, parce que ça vous sert à rien, vous n'avez pas du tout envie d'être poli avec des elfes. Ça, on le sait, parce que vous êtes juste des rustres. Donc, merci d'être là en cette matinée qui fut pluvieuse pour assister à cette conférence sur les espèces dans l'univers de Tolkien. Alors, évidemment, dans l'univers de Tolkien, il y a énormément d'espèces différentes, que ce soit du coup les elfes, les nains, les humains, les hobbits, les orques, les dragons, les trolls, il y a même des vampires et des loups-garous dans le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ne le savent pas. Donc il y a énormément d'espèces dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc évidemment, comme à la base j'ai que 20 minutes pour vous en parler, je ne vais pas vous parler de toutes les espèces, bien évidemment, parce que sinon il faudrait que je parle à vitesse grand V et c'est ni agréable pour vous ni pour moi. Donc j'ai choisi de vous parler des trois espèces qu'on appelle enfants d'Ilúvatar, c'est-à-dire les hommes, les elfes et les nains, ainsi qu'une petite apartie sur les hobbits et sur les orques. Ça vous va comme programme? Ouais, ça va, ouais. Alors, j'ai mes lunettes, mais il faut que je les change, donc des mouvements plus volontaires comme ça, voilà, parce que du coup, en plus, je suis pas totalement réveillée. Du coup, comme ça, j'ai l'impression que vous m'écoutez. Même juste pour faire genre, de temps en temps, vous faites ça, même si c'est pas vrai. Histoire, pareil, juste que je me repère dans les personnes qui sont là, qui n'a jamais lu Tolkien, mais a juste vu les adaptations. Ok. Quelques-uns. Qui a lu au moins le Hobbit? Ouais, le Seigneur des Anneaux? Le Silmarillion? Ouais. Et qui est psychopathe comme moi et aller plus loin, commencer des contes et légendes inachevées, trucs comme ça? Bien. Ah? Deuxième? Il y a bon, très bien, bonne éducation là-bas. Elle est jeune, elle a lu les contes et légendes inachevées, on est bon, c'est beau, c'est beau. Et ceux qui lisent même les versions en anglais? Ah non, bon. Pas total, vous n'êtes pas enfoncé complètement dans la Tolkienité aiguë, alors. Parce que moi j'appelle ça comme ça en tout cas. Du coup, est-ce que vous avez déjà entendu parler des enfants d'Ilúvatar? Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors déjà, Eru Ilúvatar, c'est le dieu unique dans le Seigneur des Anneaux, le dieu suprême qui a créé absolument tout. C'est-à-dire qu'il a créé les autres dieux, qui sont appelés Valar, les Maiars, la Terre, il a tout créé. Voilà, ça nous parle de lui. Et donc les enfants d'Eru Ilúvatar sont techniquement les humains, les elfes et les nains. Et on va venir détailler ça après. Et donc, je vais juste vous parler, avant de commencer vraiment, des Valar. Donc les Valar, parce qu'on va en parler pas mal là pendant cette conférence, les Valar sont donc les dieux présents sur Terre, dans le Seigneur des Anneaux. Et du coup, ça va être vraiment un peu comme les dieux de l'Olympe, finalement, dans la mythologie grecque. C'est des dieux qui sont présents, alors pas hyper atteignables, parce qu'il faut monter tout l'Olympe quand même. Pareil dans le Seigneur des Anneaux, ils sont à Valinor, le pays des dieux. Mais du coup, c'est des dieux qui sont présents sur Terre. Mais des moindres dieux, dans le sens où il y a quand même le dieu unique au-dessus de tout le monde. Et donc ces personnages vont être importants dans notre histoire, et notamment Aoulé, dont je vais vous parler, qui est l'équivalent d'Héphaïstos, en quelque sorte chez les Grecs. Du coup, c'est le dieu forgeron et créateur de plein de choses. Et on va parler d'Oromé aussi, qui est une sorte de dieu chasseur, et de Morgoth, qui lui, c'est le mal absolu, celui qui a créé en fait, s'il y a des problèmes, c'est sa faute. En gros, n'importe quel problème, c'est sa faute, parce que c'est lui à l'origine de tous les problèmes. C'est le mal absolu. Ok? Juste pour ces petites bases, là. Valar, Morgoth, Aoulé, Oromé, ok? Comme ça, je vous perds pas. Alors, on va commencer par les elfes. Non pas parce que c'est mes personnages préférés, de toute façon je fais ce que je veux, c'est ma conférence. Voilà. Mais c'est surtout parce que ce sont les premiers enfants d'Ilúvatar et les premiers à s'être éveillés sur Terre. Donc c'est pour ça que je vais parler en premier des elfes, parce que je suis l'ordre chronologique, tout simplement. Donc, les elfes, qui sont appelés Wendi, c'est-à-dire le peuple des elfes, sont les premiers à être incarnés. C'est-à-dire, Tolkien emploie ce terme pour dire qu'ils ont une âme, alors que les animaux n'en ont pas. Voilà, c'est la différence qui est faite. Donc les premiers êtres incarnés, ce sont les elfes. Ils se sont réveillés en 1050 de l'âge des arbres, donc avant même que le soleil n'existe. Et à ce moment-là, il n'y avait que les étoiles. C'est pour ça que les elfes apprécient énormément les étoiles, parce que c'est la lumière sous laquelle ils se sont éveillés.
Et donc, au début, ils étaient là, tranquilles, ils étaient en train de chiller au bord d'un lac et tout, à Quiddinhead. Sauf que, évidemment, Morgoth guettait leur arrivée, et donc il a commencé à harceler les premiers elfes, en kidnapper quelques-uns pour en faire on ne sait pas trop quoi. Et donc les elfes étaient un peu, quand même, ça fait peur quoi, toute cette histoire, ils se faisaient kidnapper, ils ne comprenaient rien. Et donc les Valar, quand ils ont su qu'ils étaient éveillés, ont décidé d'inviter les elfes à les rejoindre en Valinor pour les protéger de Morgoth. Et donc c'est là qu'on va parler de la première division des elfes, c'est-à-dire que les elfes, y en a certains qui ont eu peur d'Oromé, qui est venu porter ce message des Valar, parce que ça leur rappelait trop le gars qui venait les kidnapper. Et donc ils sont restés à Quiddinhead, tranquilles. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Avaris. Et ensuite, il y a tous les autres, les Eldar, qui sont partis avec Oromé pour rejoindre Valinor. Et c'est là ensuite, je ne vais pas aller dans le détail parce que sinon je vais vous perdre, mais en gros, c'est là qu'on a eu 3 grandes maisons d'elfes. Il y a d'abord les Vanuars, dont le roi était Ingwe, qui sont considérés comme les plus beaux de tous les elfes et qui sont par contre les moins nombreux. Eux, ils avaient tous les cheveux blonds, le teint clair, et en fait, ils sont tous allés jusqu'en Valinor, et en fait, on n'entend jamais parler d'eux dans le Seigneur des Anneaux, parce qu'ils sont arrivés en Valinor, et ils y sont restés. Donc en fait, on s'en fout de cela. Voilà. On n'entendra plus jamais parler, c'est au début, on le sait, et puis voilà. Ensuite, il y a les Noldor. Les Noldor, eux aussi, sont allés jusqu'en Valinor. Eux, ils sont assez grands, ils sont assez forts, eux, ils ont les cheveux très sombres, plutôt noirs, et ils sont particulièrement habiles dans tout ce qui est création. Ça va être eux qui vont avoir fait les plus belles cités, les plus beaux bijoux, enfin, c'est vraiment les meilleurs constructeurs et fabricants. Et leur chef s'appelait donc Finwë. Je tourne quand même au fur et à mesure pour ne pas totalement me perdre. Et enfin, il y a le peuple des Teleri, qui étaient les plus nombreux. Et les Teleri étaient menés par 2 frères, Elwë et Olwë. Et ces derniers ressemblaient pas mal aux Noldor, mais avec des cheveux... C'était une espèce un peu plus variée, ils avaient des cheveux clairs, des cheveux foncés, enfin voilà, c'était pour le coup plus varié. Et eux, une partie sont allés jusqu'en Valinor, et d'autres, en fait, ils étaient bien en Terre du Milieu, ils ont installé plein de petits lieux en Terre du Milieu pour faire leur royaume. Et donc techniquement, dans le Seigneur des Anneaux, on voit surtout les Noldor, comme par exemple Gil-galad, Galadriel, qui sont considérés comme des Noldor. Même Elrond, qui, alors lui, il a une ascendance un peu, lui, il est à la fois humain, Teleri, Noldor, enfin lui, il a un peu de tout, mais il est plutôt considéré comme un Noldor. Et les Teleri, en fait, c'est quasiment tous les autres elfes qu'on voit. Par exemple, Thranduil, Legolas, et en fait, tous les habitants quasiment des cités elfes, en Terre du Milieu, sont des Sindar, sont des gens qui appartiennent du coup aux Teleri. Donc, en gros, les elfes, ils sont complètement cheatés. Voilà, pour résumer. Je pense que ça situe un petit peu. En général, les elfes, ils sont grands, beaux, agiles, souples. Ils aiment tout ce qui est attrait à la nature, ils adorent créer des choses. Ce sont de très grands artistes, de très grands guerriers aussi. Même s'ils sont moins forts, par exemple, physiquement que les humains ou les nains. Ils sont insensibles aux maladies. Ils vieillissent très lentement, parce que oui, les elfes vieillissent quand même. Mais ça serait une conférence à part entière, en fait, sur la question du vieillissement des elfes. Et ce qui est le plus compliqué, c'est que justement, pour eux, quand tu vis éternellement, au bout d'un moment, tu te fais chier. Parce que c'est long, l'éternité, hein, voilà, c'est long à vivre. Et donc les elfes vont avoir ce côté où finalement ils vont envier la mortalité des humains, dans le sens où au bout d'un moment, ils en ont assez d'être sur Terre, et c'est fait que c'est un peuple assez mélancolique et triste, notamment dans le 3e âge, dans le Seigneur des Anneaux, parce qu'au bout d'un moment, ils sont trop chiés, en gros. Et je vais juste rétablir une vérité, ça me tient à cœur. Les elfes ne sont pas végétariens. Les elfes ne sont pas des bouffeurs de salade, ok? Parce que techniquement, les elfes, notamment les Noldor et les Teleri dont je vous ai parlé, adorent chasser. Ils sont des barbucks, ils ont même potentiellement bouffé du nain au tout début, ok? Donc non, eh oui, ils ont bouffé des petits nains à la base. Puis ils se sont rendus compte que c'était des êtres pensants, ils ont fait « Oups, pardon, excusez-nous, je ne savais pas que vous pensiez, désolé ». Ça n'a pas dû aider pour les relations elfes-nains. Alors c'est une supposition, hein, parce que dans les textes ils disent juste que les elfes ont chassé les petits nains, mais comme les elfes chassaient pas non plus pour le plaisir, c'était pour bouffer derrière. Bon, je suppose qu'il y a quelques nains qui ont été bouffés.
Voilà. Donc non, les elfes ne sont pas des bouffeurs de salade. Voilà, je rétablis la vérité aujourd'hui parce que ça m'énerve à chaque fois les gens disent « Ouais, mais ils bouffent que de la salade et tout. » Non, ils sont des super barbecues avec du vin. Voilà. Pardon? C'est ça, c'est Nalbuck qui est passé par là. Donc je vais m'arrêter là pour les elfes, parce qu'en plus comme c'est mon peuple préféré, je pourrais en parler pendant 3 heures en fait, donc je vais m'arrêter là. Et je vais passer maintenant aux humains. Alors les humains, eux, ils se sont éveillés beaucoup plus tard, des milliers d'années finalement plus tard que les elfes, au moment de l'apparition du soleil. Donc c'est le peuple du soleil finalement, les humains. Et les pères des hommes, ou aussi appelés Atanatari, ça c'est pour vous la péter, ils ressemblaient finalement beaucoup aux elfes en stature, mais ils sont moins sages, moins habiles, et eux ils sont frêles, ils sont sensibles à la maladie, ils meurent, enfin voilà, c'est des elfes mais version un peu pourrie quoi, en quelque sorte, on peut se dire ça comme ça. Et les humains, eux, il n'y a eu aucun Valar pour venir les aider. Ils sont restés dans leur coin à Kil'Dolen, dans l'Est. Et sauf que du coup, la Morgoth, pareil, il a vu l'occasion pour y mettre son nez. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup, que je vais vous raconter du coup sur l'éveil des humains, qui n'est accessible pour l'instant que dans les textes en anglais. Donc du coup, comme ça pour ceux qui ne sont pas complètement psychopathes comme moi et qui n'ont pas lu les textes en anglais, vous le saurez maintenant et vous pourrez vous la péter aussi. Il est dit que Morgoth, au tout début de l'éveil des humains, les avait repérés. Et en fait, les humains, quand ils sont éveillés, il y a Eru Ilúvatar qui leur a parlé et qui leur a dit qu'il était là pour les aider, qu'il suffisait qu'ils s'adressent à eux pour tout simplement les aider. Sauf que Eru Ilúvatar, c'est un dieu en mode je te guide, je te montre la voie, mais je te dis pas comment faire. Et les humains, c'est du genre, ouais, on lui pose des questions, il nous répond par une autre question, il nous a saoulés. Donc ils ont arrêté de poser des questions à Eru Ilúvatar parce qu'eux, ils voulaient des réponses. Et Morgoth, il fait ah bah, moi je vous donne toutes les réponses, je vous donne plein de cadeaux. Voilà, tenez. Sauf qu'il leur explique pas comment faire les trucs. Donc c'est bien pratique, mais en fait là, les humains, ils se font avoir parce qu'ils entrent dans un jeu avec Morgoth où il leur demande des trucs, il leur offre sans leur expliquer comment obtenir les choses. Et donc là, Morgoth, il va instaurer une sale relation malsaine en mode narcissique quoi. En mode vous avez besoin de moi j'ai pas besoin de vous, donc de temps en temps il se casse, laissant les humains totalement dans le désespoir, et il revient. Et du coup il demande aux humains de lui bâtir un temple qui s'appellera le temple du Seigneur, où les humains doivent venir à genoux apporter des offrandes pour que le Seigneur accepte de leur offrir quelque chose, de leur donner des présents. Donc forcément au bout d'un moment ça pue du cul, il y a des humains qui se disent c'est bizarre, ce dieu qui est censé nous aider, il est pas cool. Donc là, il commence à y avoir des sacrifices, il commence à y avoir des chasses à l'homme, à tous ceux qui vont vouloir contredire Morgoth. Et donc là, on va avoir une super ambiance chez les premiers humains, où on va se dénoncer et tout, on va sacrifier les familles de ceux qui se sont enfuis sur des bûchers dans la maison du Seigneur. Enfin, super ambiance, voilà, hyper fun. Et donc, certains humains vont vouloir fuir cette ambiance super fun avec Morgoth, et c'est eux qui vont se retrouver finalement avec les elfes en Beleriand, et qui vont se rebeller contre Morgoth, et qui vont participer aux grandes guerres contre Morgoth dans le Premier Âge, et ces humains s'appelleront du coup, je mets le truc, parce que sinon on y est pour 3 heures là aussi, et c'est pas le but. J'avance vite, ça va, franchement. C'est ok pour vous? Là-dessus, sur les elfes, sur les humains, je vous ai pas trop perdu, vous n'êtes pas endormis non plus, en plus on va commencer à avoir faim, ça va? Pareil, tu mouvements de tête. Ouais, ça va, c'est bon, merci. Du coup, là, parce que pareil, j'entends la team nain, ils râlent, on parle des elfes, on parle des humains, mais les nains, alors, j'arrive, on parle des nains. Oui. Non, je parle des nains d'abord. On parle des 3 enfants d'Ilúvatar. Parce que du coup, les elfes et les humains, c'est Eru Ilúvatar qui les a créés. Et les nains, c'est un petit peu différent. Les nains, en fait, c'est Aoulé. Vous savez, Héphaïstos, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui, le dieu forgeron, il attendait, au début, à l'âge des arbres, quand il n'y avait ni les elfes, ni les humains, il attendait, il était là, mais quand c'est qu'ils arrivent, moi je veux les enfants d'Ilúvatar. Et ils n'arrivaient pas. Du coup, lui, il s'est un peu impatienté, il s'est dit, alors, je vais dire à personne, je vais aller dans la petite forge sous terre, et je vais fabriquer des êtres. Et donc Aolé, tranquillou bilou de son côté, a fabriqué les nains, les 7 premiers pères des nains, dont le fameux Durin, dont on entend énormément parler dans Le Seigneur des Anneaux. Et sauf que il a fait une boulette, parce que Eru Ilúvatar, en gros, il est apparu en mode qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu glandes? Et en fait, toi, tu ne peux pas créer la vie. Il y a que moi qui peux créer la vie, toi, là, t'as juste fait des poupées. Parce qu'en gros, ces premiers nains, quand ils s'éveillent, en fait, si Aoulé pense à eux, ils bougent, ils vivent. Si Aoulé
arrête de penser à eux. Voilà, un marionnettiste. Du coup, le gars, il se rend compte qu'il a fait une boulette. Il dit, ah merde, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais des êtres pensants à qui je puisse parler, à qui je peux apprendre des trucs et tout. Et Héroï Louvatar, il dit, bah non, ça y a que moi qui peux le faire, alors tu vas me détruire tout ça. Donc Aoulé, il est un peu triste, parce que bon, il avait quand même mis tout son cœur dans l'ouvrage, il avait été fort, endurant, résistant, parce que bon, à l'époque, il n'y avait que Morgoth sur Terre, donc il voulait qu'il puisse résister face à Morgoth. Et donc il s'apprête à aller scratcher avec son marteau, mais là, d'un seul coup, les nains, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abritent, ils essayent de se protéger. Et en fait, Héroï Louvatar, petit coquin, en réalité, donne la vie aux nains à ce moment-là. Parce qu'il a vu que, en fait, Aoulé, il avait juste fait ça par amour de la vie, par amour pour les enfants d'Iluvatar, et il a donc accepté que les nains existent. Mais par contre, Héroï Louvatar, il dit, ah bon, par contre, ils vont pas apparaître avant mes propres enfants, donc tu vas me les enterrer là dans des petites montagnes, et on les réveillera plus tard. C'est comme ça que les nains sont venus à la vie, et donc ils sont considérés comme des enfants d'Iluvatar, mais adoptés par Iluvatar. Et comme ils n'ont été créés que par un seul Vala, du coup, c'est pour ça qu'ils sont très spécifiques, les nains. Ils sont en lien avec la terre, avec tout ce qui est en lien de la terre, parce que c'était les attraits de ce dieu-là, et ils ont peu d'attraits pour tout le reste, parce que en fait, les autres Valar n'ont pas mis leur grain de sel là-dedans. Et Héroï Louvatar prédit qu'il y aurait souvent des discordes d'ailleurs entre les nains et les elfes, par exemple, parce que justement, ils sont clairement pas faits de la même manière. Donc, bon, les nains, on ne sait pas quand ils s'éveillèrent ensuite. On ne sait pas quand ils ont apparu, quand ils sont réellement apparus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont apparus entre les elfes et les humains. Et qu'ils ont rencontré les elfes au début du Premier Âge, quand ils ont eux-mêmes aussi se sont sortis de leur montagne. Donc voilà pour les nains, parce que finalement, on n'en sait pas beaucoup plus. Il y a cette légende-là. Mais c'est tout. Après, il y a des légendes sur les femmes nains, mais là, on n'a pas le temps de s'arrêter sur le sujet. C'est OK pour vous? Ouais. Toujours. Merci. Il y en a un, il a compris, du coup, il fait des... Merci. Alors, je vais vite fait vous parler des hobbits, parce que finalement, les hobbits, c'est ceux qui représentent le plus l'univers de Tolkien, parce qu'il y a plein d'univers fantasy, mais c'est vraiment, les hobbits, ça a été créé par Tolkien, et ensuite, les Oz Fantasy ont repris en les appelant les Alphelins, mais c'est vraiment, les hobbits, ça caractérise l'univers de Tolkien, il y a des hobbits que chez Tolkien. Et donc, les hobbits, ce serait une branche d'humains, en fait, selon Tolkien. C'est des humains qui ont évolué un peu différemment, qui se sont clairement placés, et qui ont vécu leur petite vie de leur côté. Ils sont, contrairement aux humains, c'est un peuple qui a peu d'ambition, peu de cupidité, qui se suffit en fait de peu de choses. Et ils n'ont pas un tempérament guerrier, d'ailleurs ils n'ont jamais fait la guerre entre eux, mais si tu les fais yesh et que tu viens les attaquer, ils savent répondre quand même, hein. Je veux dire, ils ne se laissent pas faire et ils vont être capables de faire face à des attaques. C'est un peuple du coup qui kiffe la bouffe, hein, 6 repas par jour dans l'idéal. Voilà. Moi, je suis pas trop mal, hein. Donc on a le premier petit déjeuner, deuxième petit déjeuner, le repas, le déjeuner, du coup, on a le goûter, on a le souper et on a le dîner. Ouais, c'est ça, ça fait ça. Voilà. Ça, c'est une journée idéale selon les hobbits. Du coup, les choses qui les différencient aussi des grandes gens, à part leur taille, c'est qu'ils ont l'ouïe très fine, le regard aussi très fin. Eux, je veux dire, si un hobbit a décidé de te caillasser, il va pas te louper. D'accord? Ils sont très bons en visée. Et ensuite, il va y avoir vraiment ce côté où ils savent être hyper discrets. Là où les humains sont en mode... Voilà, tu les entends venir à 10 km, eux, ils vont passer discretos. Pour l'apparition des hobbits, on n'en sait rien. On ne sait pas quand ils sont apparus. Ça remonte, alors pour citer Tolkien, aux jours anciens. Super. Merci Michel, ça nous aide beaucoup. Donc, deuxième âge, premier âge, on ne sait pas trop. Après, comme c'est des humains, ça doit dater du premier âge. Et en fait, ce qu'on appelle les hobbits, on les situe à partir du troisième âge dans la vallée de l'Anduin. L'Anduin, c'est un grand fleuve que vous connaissez normalement si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, et ça, je m'en sors pas. Voilà. C'est un grand fleuve que vous avez vu, c'est là où il y a les Argonautes, vous savez, les grandes statues qui font comme ça, là, voilà. C'est au niveau de ce fleuve-là que les hobbits, que le peuple des hobbits aurait évolué. Et il y a 3 peuples de hobbits, les pieds velus, alors j'aime bien le nom du coup, voilà, les pieds velus. Les pieds velus qui sont plutôt bruns de peau, imberbes, c'est les plus petits des 3 tribus, et c'est eux qui voyaient beaucoup les nains. Ah merde, il y a eu un accident. Il y a plein de villes qui sont tombées.
Eux, ils ont peur de l'eau et c'est eux qui vivaient dans des trous, les pieds velus. Donc, notamment dans le comté, il y a beaucoup de hobbits ayant des origines pieds velus. Ensuite, il y a les fortos, ou forts dans l'ancienne traduction. Eux, c'est les plus grands, les plus lourds, qui vivaient dans des terrains plats au bord des rivières. Et c'est les hobbits qui n'ont pas peur de l'eau. C'est les seuls qui nageaient, qui avaient des embarcations. Et c'est le peuple notamment dont serait issu Gollum. Et donc Sméagol et son pote Déagol. Et enfin, il y a les Poblèmes, ou Bal dans l'ancienne traduction. Eux, ce sont les plus hardis et aventureux. C'est ceux aussi qui étaient les plus proches des elfes. C'est ceux qui ont les cheveux et la peau la plus claire, et les seuls qui peuvent avoir une petite barbe légère, très légère. Voilà. Les hobbits, sinon, sont globalement imperfects. Et donc, par exemple, les Touques et les Brandebouc, donc comme Merry et Pipin, ont des origines Poblèmes, ce qui fait qu'ils sont un peu plus aventureux que les autres. Et donc, c'est en 1601 du Troisième Âge que la comté va devenir leur lieu d'habitation. Donc très tard dans les écrits de Tolkien. Donc en fait, on entend réellement parler des hobbits qu'au Troisième Âge. Donc c'est vraiment un peuple dont on sait. Voilà, je vous ai dit à peu près quasiment tout ce qu'on sait sur les hobbits. Donc vous voyez, ça fait vraiment pas beaucoup. J'ai pas eu besoin de tailler dans l'arbre pour vous raconter ça. Ça va? Alors là, je vais vous poser une question. Qui sait d'où viennent les orques? Parce qu'on en arrive aux orques. D'où viennent les orques? Les elfes? Gros débat. Les elfes torturés par Morgoth. Des elfes déchus. Donc là, on voit la différence entre ceux qui ont vu nos vidéos et ceux qui ne l'ont pas vu. Parce que non, bordel de merde, les orques ne sont pas des elfes corrompus. Je répète, les orques ne sont pas des elfes corrompus. Merci bien. Ça, c'est une légende elfe. C'est les elfes qui racontent cette histoire, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au début, il y avait les tout premiers elfes et Morgoth en capturé. Et ensuite, plus tard, ils ont vu débarquer des orques, et donc les elfes ont eu cette légende, disant que peut-être Morgoth les avait torturés et transformé les elfes en des orques. Mais c'est faux. Ça me fait du bien de le dire. Voilà, je me sens bien. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas juste vous dire non, c'est comme ça. C'est Tolkien lui-même qui a réfuté cette théorie et qui a expliqué pourquoi c'était impossible. Donc en réalité, en fait, il y a 6 théories différentes autour des orques et de leurs origines, et Tolkien a finalement on a choisi une à la fin de sa vie, donc c'est celle-là qui est considérée comme la vraie origine des orques. Je ne vais pas faire tout le détail, mais déjà pour les orques qui seraient des elfes torturés, pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, les orques sont mortels, tout simplement. Les orques sont mortels, ils sont sujets aux maladies, ils ont une espérance de vie courte, une grande capacité à se reproduire, et ces traits sont génétiques. Et en fait, les elfes, c'est tout le contraire. Les elfes sont immortels, ils ne sont pas sujets aux maladies, ils ont une espérance de vie très longue, et ils se reproduisent lentement, c'est-à-dire ils ont grand maximum 4 enfants au premier âge, sinon c'est plutôt un enfant pour les elfes. Et en fait, Morgoth peut pervertir, mais il ne peut pas changer ces choses-là, ces traits génétiques-là, en fait, une espèce. Ça, il n'y a que Eru Ilúvatar qui peut faire une chose pareille. Morgoth ne peut pas rendre mortels des immortels et ne peut pas rendre immortels des personnes mortelles. Ça, c'est impossible. Et du coup, c'est pour ça que non, les orques ne sont pas des elfes torturés par Morgoth. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme possibilité? Ouais, je vous vois faire la cour, on m'a menti. Eh oui, on vous a menti depuis le début. Tout était un complot, je vous donne le riz sachoir maintenant. Donc, les autres théories réfutées. La première théorie qu'il y a dans les tout premiers écrits, c'est que les orques ont été fabriqués par Morgoth à la base de terre et avec un cœur plein de haine. Ça aussi, ça a été réfuté parce que, comme dit avant et comme on le voit avec les nains, en fait, Morgoth ne peut pas créer des êtres pensants de lui-même. Ça, c'est que Eru Ilúvatar qui peut faire ça. Donc cette théorie a été réfutée. Deuxième théorie, les orques sont à la base des Maillards. Les Maillards, ce sont comme les Valar, mais moins puissants, c'est-à-dire des êtres divins qui sont sur Terre, mais qui ont moins de pouvoir que les Valar. Et c'est vrai pour certains chefs, par exemple Sauron, qui est un serviteur de Morgoth, est un Maillard. Il va y avoir certains grands orques, un certain Gothmog par exemple, qui apparaît à différents moments, qui serait en fait un Maillard qui a pris la forme d'orque. Donc certains généraux orques pourraient être des Maillards, mais là aussi ça a été réfuté, c'est pas possible que tous les orques soient des Maillards. Troisième théorie, les orques sont des animaux corrompus. C'est-à-dire un peu comme les aigles.
C'est-à-dire ce seraient des animaux à qui on aurait appris à parler et que Morgoth aurait dompté pour faire en sorte qu'ils lui obéissent au doigt et à l'œil, un peu finalement comme on dresse ensuite des chiens, des chevaux, etc. Et du coup les orques seraient comme ça des animaux updatés, en fait, qui auraient été corrompus et à apparence plutôt humaine. Je dis plutôt humaine parce que bon, quand on voit la tronche des orques, on n'est pas sûr quoi. Moi j'aime bien cette théorie, moi c'est ma préférée, même si c'est pas la version que Tolkien a décidé de valider à la fin de sa vie. Quatrième théorie, les orques c'est un mélange entre des maillards, des elfes, des animaux et des humains. Je m'explique, les chefs sont des maillards, et ensuite les premiers elfes capturés auraient été forcés d'être accouplés avec des animaux qui auraient donné des bestioles cheloues. Et ensuite, ces bestioles-là cheloues auraient été accouplées avec des humains, ce qui aurait donné encore plus des trucs chelous. Voilà, donc c'est ça. Et si, c'est comme ça que ça se passe, vous pouvez dire ce que vous voulez. J'en ai bientôt à la dernière théorie. Pas des animaux, il faut dire qu'on est bien. De rien, quelqu'un veut le cadeau. Ah, une poursuite. Et donc du coup, cette théorie est pas mal, hein, même si elle est un peu dégueulasse, parce que ça veut dire quand même beaucoup de trucs chelous là dans les cavernes dans le monde, hein, quand même, hein, on n'a pas trop envie d'assister à ce qui s'est passé. On se dit quand même que ça aurait été possible, voilà, au travers de différentes générations, que ça crée des trucs comme ça, un peu bizarres, et ça expliquerait tous les défauts, entre guillemets, des orques. Vous avez bien vu, ils ne sont pas finis quand même. Donc, non, bon. Et enfin, la dernière théorie, et celle qui a été validée par Tolkien à la fin de sa vie, c'est qu'en fait, les orques sont des humains corrompus. Et donc, celle-là, c'est en fait Sauron, parce qu'en fait, Tolkien, à la fin de sa vie, histoire de compliquer les choses, était en train de tout refaire le Silmarillion, il avait tout changé. Il disait, les arbres de lumière, le soleil qui arrive comme ça, non, ça c'est pourri, en fait, je change. Donc en fait, il changeait tout. Donc toi, t'es là, tu fais, ok gars, alors ça y est, j'ai compris ton Silmarillion, tu m'en as écrit tout. Ok, ça va, merci, ça va. Je suis contente. Mais il est mort avant d'avoir fini d'écrire ce nouveau Silmarillion, du coup, on n'a pas tous les détails. Et dans ce nouveau Silmarillion, les humains apparaissaient beaucoup plus tôt, quasiment en même temps que les elfes. Et donc du coup, Sauron, parce que Morgoth, il est un peu flemmard quand même, donc il aime bien faire les trucs par ses petits sbires. Sauron, c'est lui qui aurait commencé à transformer les humains en orques, en les torturant, faisant des petites expériences, des trucs fun, pareil, hein, toujours, hein, on est dans le domaine du mal, hein, donc ça a l'air toujours hyper sympa, il doit y avoir des fouets, des fers chauds, des trucs comme ça, quoi, je suppose, j'étais pas là. Et en fait, au travers de plusieurs générations, forcément, au bout d'un moment, les humains auraient continué à se reproduire, ces humains corrompus, et ça aurait donné le peuple des orques. Et pourquoi cette théorie est en effet celle qui est considérée comme vraie? C'est parce que Saruman, dans Le Seigneur des Anneaux, va redécouvrir en fait cette origine des humains, comme quoi des orques, comme quoi en effet c'était des humains corrompus, et il va faire s'accoupler des humains avec des orques, créant des semi-orques, qu'on voit d'ailleurs dans Le Seigneur des Anneaux, avec des gens un peu bizarres, où d'ailleurs les hobbits sont là en mode ça a pas l'air d'être un humain, mais ça a pas l'air d'être un orque non plus, c'est un peu chelou ce truc. Et en fait c'est Saruman qui, du coup, dans sa folie, a recréé encore des espèces semi-orques et semi-humains. Et du coup, selon la logique génétique que Tolkien voulait remettre dans ses nouveaux écrits, si les humains pouvaient s'accoupler avec les orques, c'est qu'à la base, les orques étaient humains. Donc voilà pour la véritable origine des orques. Donc maintenant, vous vous tromperez plus en faisant « dis des elfes corrompus ». Non, c'est des humains corrompus. Ok ? Voilà, comme ça. Je suis contente, j'ai fait passer mon message principal qui me détend. J'en ai fini, enfin bref. J'en ai fini pour cette conférence. Ça va? Je vous ai pas traumatisé encore? Bon, c'est cool. On va prendre le temps pour un petit peu de questions. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ou autre? Et même, je vous invite du coup, là, même si on n'a pas le temps, là, pendant que je suis sur la scène ou que vous êtes trop timide, on a notre stand après, donc on peut se retrouver sur le stand, on est là toute la journée. Et j'en profite pour dire que je fais une autre conférence du coup à 16h30 sur les langues dans l'univers de Tolkien. Et pareil, on va pas faire genre conférence à la fac où vous ressortez avec une tête comme ça, on va essayer de faire ça un minimum interactif et sympa. Histoire que vous n'ayez pas l'impression de vous êtes parti un cours de 4 heures en fin de journée, un dimanche. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté, d'avoir fait des petits hochements de tête. Les questions. Alors, il y avait levé en premier, j'arrive après. Dis-moi. Tu disais qu'il y a eu d'abord les étoiles puis le soleil, sauf que le soleil c'est une étoile.
Alors, ouais, non mais dans notre conception, alors, du coup, je répète, il me dit, tu disais que d'abord il y a eu les étoiles et ensuite il y a eu le soleil, mais le soleil c'est une étoile. Alors, dans la conception de Tolkien, comment c'est écrit, il y a vraiment au début Varda, la déesse des étoiles, justement, et de la lumière, qui va créer les étoiles et illuminer le ciel. On est dans une cosmologie quand même centrée sur la Terre à ce moment-là, mais ce que Tolkien était modifié dans son nouveau Silmarillion pour être plus proche de la réalité, justement. Et ensuite, à partir des arbres de lumière qui mouraient, il récupérait le dernier fruit et la dernière fleur des deux arbres et créait à partir de ça la lune et le soleil, qui apparaissaient du coup pour la première fois dans le ciel pour éclairer le monde. Et donc c'est pour ça qu'on dit les elfes ont d'abord vu la lumière des étoiles et ensuite le soleil. Mais dans le nouveau Silmarillion, en effet, le soleil existait depuis le tout début, c'était une cosmologie qui était plus proche de la réalité parce qu'il voulait faire coller beaucoup plus la mythologie avec la réalité scientifique. Après, en plus, il faut resituer quand même le personnage, hein, il est né dans les années 1800 quand même, il est mort en 1973, donc les connaissances scientifiques n'étaient pas aussi celles d'aujourd'hui, mais il voulait essayer de faire quand même coller, là il changeait les choses pour faire le plus coller possible à notre monde et aux connaissances qu'il y avait à ce moment-là. Voilà, donc, mais en effet, chez Tolkien, on fait la différence entre les étoiles et le soleil. Voilà. Alors les Uruk-hai, non, c'est pas une création de Peter Jackson. Les Uruk-hai, c'est entre guillemets une sous-race d'orques. C'est un autre développement, comme les humains. Tu as du coup les Gondoriens, les Kandiens, ceux qui sont du Rhovanion, ceux qui sont machin. Les Uruk, c'est aussi une autre race d'orques finalement, mais ils viennent tous quand même du même bazar. Voilà, mais c'est pas une invention de Peter Jackson, c'est par exemple, par contre, ce qui a été inventé, c'est dans la série, là, où ils ont validé cette mitante théorie que les elfes, voilà, que je vous ai dit que c'était faux, et où du coup, voilà, ils parlent de ces premiers elfes qui sont des orques, etc., machin. Donc, non, mais par contre, les Uruk, oui, c'est dans les écrits de Tolkien. C'est pareil, il n'y a pas plus de précision en fait sur l'origine des Uruk, enfin, c'est des orques, quoi. C'est comme en français, on fait la différence gobelin et orque, mais ça c'est quelque chose en lien avec la traduction française, en fait. Tolkien ne fait pas la différence entre les gobelins et les orques. Voilà. Alors que nous, souvent, on est là, mais attends, c'est des gobelins ou des orques, enfin, c'est la même chose, en fait, dans l'univers de Tolkien. Voilà. D'autres questions? D'autres questions, du coup? Ou pas? Non? Ben, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on échange sur tout ça, sur Tolkien en général, on a aussi des livres à vous présenter, des jeux de société si ça vous intéresse sur cet univers. On se retrouve du coup à 16h30 pour la conférence sur les langues dans l'univers de Tolkien.